Mais avant cela, donc la guerre au Moyen-Orient qui entre dans sa 6e semaine déjà. Bonsoir, général Jean-Paul Paloméros. Bonsoir. Vous êtes ancien commandant suprême de l'OTAN pour la transformation, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Alors, je voudrais tout d'abord évoquer avec vous cette course contre la montre. Il n'y a pas d'autre mot pour retrouver l'un des 2 pilotes américains disparus hier après que leur avion, ces 2 pilotes, un F-15, a été abattu a priori par l'armée iranienne. Alors, ça fait déjà quasiment 24 heures. Est-ce que ce délai long est de mauvais présage pour cet aviateur qui est toujours porté disparu et qui est actuellement recherché activement? Écoutez, moi, je ne vais pas parler de présage, je vais parler des éléments factuels que l'on a et essayer d'évaluer quelque part quelles sont ses chances et quels sont les risques associés. Premièrement, quand les pilotes de chasse partent à la guerre, ils savent qu'ils ont derrière eux toute une organisation pour les récupérer en territoire hostile. C'est extrêmement important pour leur morale. Et tout comme les Américains, nous en France, l'armée de l'air et de l'espace a construit des modules qui sont très similaires à ce que font les Américains. C'est très interopérable pour aller chercher les pilotes qui s'éjectent en territoire ennemi. Premier élément. Deuxième élément, l'avion, le F-15, on le sait maintenant, c'est un biplace. Donc les 2 membres d'équipage, a priori, se sont éjectés. Je dis a priori parce que la possibilité que l'un d'entre eux soit resté dans la carcasse n'est pas complètement écartée. Mais mettons qu'ils soient éjectés tous les 2, ce qui veut dire que, selon l'expérience qu'on a de ce genre d'événement, normalement, ils auraient dû se poser assez près l'un de l'autre. Et là, pas de chance, a priori. Un des membres d'équipage a été très rapidement identifié et secouru, et ça c'est la meilleure méthode, le plus vite possible. Mais en revanche, pas de nouvelles du second, à savoir qu'on est dans une zone montagneuse, c'est compliqué, que les pilotes, lorsqu'ils s'éjectent, ils ont un parachute, mais ils ne peuvent pas vraiment naviguer comme on le fait avec des ailes volantes. C'est des parachutes simplement pour amortir le choc. Donc on ne sait pas si ce pilote, ce membre d'équipage est encore valide ou non, et s'il est en contact avec la chaîne de commandement. S'il se passe quelque chose, a priori, ça se passera la nuit, c'est plus discret, et nous savons, enfin les coalitions, la coalition sait travailler la nuit, c'est un avantage par rapport aux troupes iraniennes qui sont moins aguerries à ça et qui n'ont pas les mêmes moyens techniques, si vous voulez, pour le faire. Donc de toute façon, s'il se passe quelque chose, il faut guetter la nuit et on croise les doigts, mais rien n'est gagné. On vous entend, effectivement, ces pilotes sont entraînés, il y a une vraie procédure à suivre, mais alors de quoi peut-il vivre? Parce que j'imagine qu'il n'est pas forcément éjecté avec un tas de provisions, ça veut dire qu'il doit se débrouiller sur place? Quand il est éjecté, en fait, il y a une sorte de pactage qui est éjecté avec le siège et qui est attaché au pilote, pour faire simple. Donc il a une sorte de ration de survie. Il a un peu d'eau et c'est pas inutile dans la zone où il peut se trouver. Et il a une arme aussi. Et puis une trousse de pharmacie. Il a une couverture de survie aussi pour survivre parce que la nuit il fait très froid, etc. Donc il a de quoi survivre pendant quelques jours, mais guère plus. A priori, dans la région où il est, ça ne doit pas être très simple de trouver quoi que ce soit à manger et à boire. Et puis, il est entraîné. Ça, c'est le côté positif. Il a été formé pour ça, avec des stages très exigeants, comme on les fait dans l'armée de l'air et de l'espace française, comme le font les Américains. Et voilà, là, on a à peu près tout en main. Les Américains qui prennent soin quand même que leurs avions ne se fassent pas abattre, parce qu'il y a un vrai sujet derrière ça, c'est de savoir quel est le type de missile qui a touché ce F-15. Moi, je suis curieux de le savoir pour savoir si c'est un ancien missile ou si c'est quelque chose de très nouveau qui aurait pu être donné par un partenaire, si je puis dire, la Chine, la Russie, je ne sais qui. Qu'est-ce que ça change, général Jean-Paul Paloméros? Ça change beaucoup pour la campagne aérienne. Parce que si on voit fleurir de nouveau... C'est ça la guerre, Il y a une course en avant, et si on voit fleurir, c'est une hypothèse, je ne prétends pas avoir raison, mais si on voit fleurir
de nouveaux systèmes d'armes, ça change la notion même de supériorité aérienne. Ça veut dire qu'il faut prendre des procédures, peut-être voler plus haut. En tout cas, et c'est ce qu'on a fait au fil du temps en Bosnie, au Kosovo, dans toutes les campagnes, y compris en Libye, pour essayer de se soustraire à ces menaces. Donc ça, c'est un point extrêmement important pour l'avenir. Pour le pilote éjecté, maintenant, il est trop tard. Et Antonin, voilà. André voudrait vous poser une question justement Oui, sur Oui, bonjour mon général. Une question de Bonjour. béotien, mais ces pilotes, lorsqu'ils partent en mission comme ça, ils n'ont pas sur eux des balises qui permettent de les repérer facilement géographiquement, c'est-à-dire ils pourraient avoir une espèce de marqueur ou de balise qui permettent de savoir précisément où ils se trouvent. Ça n'existe pas, ça, hein? Ils ont une balise, mais faut-il encore qu'elle fonctionne? Il y en a une dans l'avion, d'ailleurs, éjectée. L'avion qui s'est crashé. Si les Iraniens l'ont récupéré, ils l'ont récupéré aussi. Le pilote a moyen de contacter les secours, mais encore faut-il qu'il soit valide, qu'il puisse le faire. Quand on travaille à l'entraînement, on envisage évidemment le cas le pire, mais on envisage le cas meilleur où la balise fonctionne, auquel cas, évidemment, il peut être identifié très rapidement. Donc, on est peut-être sur une option où elle ne fonctionne pas pour une raison ou pour une autre. S'il est au fond d'un Telveg, par exemple, il n'aura pas la portée suffisante. Vous savez, les options sont infinies. Il faut un peu de chance, malgré tout. La chance, ça fait jamais de mal. Mais c'est pas perdu. Il faut garder espoir. On a vu dans l'histoire des pilotes être secourus 2, 3, 4 jours après leur éjection. Général Jean-Paul Palomero, oui. C'est vrai que c'est un moment important parce qu'on sait, d'ailleurs on en parle, tout le monde est très curieux et évidemment souhaite qu'on retrouve ce pilote. On voit que les Américains suivent ça à la minute près. Je lisais le New York Times qui s'inquiétait de l'impact qu'aurait la capture, par exemple, du soldat américain par Téhéran, qui a d'ailleurs mis sa tête à prix, qui a demandé à la population de le rechercher. L'Iran pourrait en tirer un moyen de pression sur les États-Unis. Surtout qu'il y a 48 heures, le président avait dit aux Américains que l'armée avait battu et complètement décimé l'Iran. On entendait le patron du Pentagone évoquer un contrôle total justement de l'espace aérien iranien. Est-ce que les États-Unis et son allié Israël n'ont-ils pas clairement sous-estimé les capacités militaires iraniennes? À la guerre, il y a 2 principes qu'il faut garder en tête. Ne jamais sous-estimer son adversaire et ne pas prendre ses désirs pour des réalités. Les réalités de la guerre, elles sont dures. On a un adversaire, et on le savait, que l'Iran s'était préparé, que la République islamique, que les Pasdaran s'étaient préparés de très 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 longue date à une guerre de cette nature. Donc il ne faut pas être surpris que ça dure. On va pas revenir ici sur tous les aléas de la campagne, mais on est à un moment un peu crucial où il faut sans doute, et c'est mon avis d'expert en quelque sorte, que la coalition en remette un peu tout à plat, étudie l'impact de la campagne passée. Il y a eu beaucoup de frappes. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de tout analyser et ils ont tous les moyens de renseignement pour le faire, pour peut-être rediriger cette campagne, se dire les centres de gravité ont changé. Est-ce que Hormuz, c'est une bataille qu'il faut qu'on mène ou non? C'est une question qui reste pendante. Elle n'est pas simple, celle-là. Et puis regarder de très près l'évaluation des menaces, comme je le disais à l'instant, pour essayer, avec tous les moyens de renseignement qu'on peut avoir, essayer de voir s'il y a une autre menace qui est en train d'émerger, une menace de défense antiaérienne qui pourrait encore plus gêner la coalition. Alors on en est à ce moment. Il faut de la lucidité, il faut de la patience, et aussi de l'objectivité. Si ça n'a pas marché, on peut réorienter une campagne en cours de rouge. On sent, Général Jean-Paul Palomero, une forme de fébrilité, je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'interpréterez vous-même d'ailleurs, de Donald Trump, qui a donné 48 heures à l'Iran pour conclure un accord avec Washington, où justement, vous l'évoquiez, rouvrir le détroit d'Ormuz, sans quoi les États-Unis déchaîneraient les enfers sur eux. Que doit-on lire entre les lignes, selon le militaire que vous êtes ? J'ai peur que... J'ai connu beaucoup de théâtres d'opérations, c'est vrai, bien de le souligner, et chaque théâtre est différent, mais j'ai peur qu'avec l'impatience, la violence monte d'un cran. Quand je dis ça, qu'on s'éloigne un peu d'une guerre et d'une campagne aérienne qui soit bien ciblée, qui limite les dégâts collatéraux pour la population,
et qu'on prenne le temps. Je donne souvent la référence en Libye. En Libye, j'étais chef d'état-major à l'époque, ça nous a pris 6 mois. Et je l'avais dit aux autorités, si on ne veut pas faire de cas, si on ne veut pas faire trop de dommages collatéraux, de victimes innocentes civiles, il faut y aller doucement, doucement. Il faut avoir cette patience. Sinon, il y a quand même des objectifs qui m'interrogent, je le dis très clairement et très franchement, avec tout le respect que je peux avoir pour les combattants qui sont en train de mener cette guerre difficile. Un pont, intérêt stratégique, la centrale nucléaire, je ne sais pas, etc. etc. Et ça, comme vous l'avez dit, ça peut être un signe de fébrilité. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Raphaël Steinville. Oui, mon général, cette opération de sauvetage qu'entreprennent les Américains en ce moment, depuis maintenant plus de 24 heures, est-ce qu'elle vient contrarier les plans, la planification de la guerre telle qu'elle avait été imaginée par l'état-major américain, ou est-ce que ce n'est qu'une péripétie avec des mouvements et des opérations qui continuent parallèlement à se mener, parallèlement à cette opération à se mener ? Je pense que, bien sûr, tout le monde a ça dans l'esprit, mais au niveau que je qualifierais de stratégique, c'est marginal, si on m'excusez cette expression. Ça ne va pas changer la nature des frappes. Bien entendu qu'il y a une attention qui est portée à cette zone, qui est prête, qui n'a pas d'enjeu stratégique majeur, à mon sens. Ce n'est pas le détroit d'Ormuz, mais peu importe. Il y a forcément des cibles, sinon ce F-15 n'aurait pas été là, qui n'est pas très très loin de la frontière irakienne. On sait qu'il y a pas mal d'événements qui se déroulent par là. Donc je ne crois pas, mais je ne crois pas que les dirigeants et différents commandeurs s'arrêtent leurs bras, si vous voulez. On sait que les militaires, malheureusement, s'engage, et y compris ce pilote, il s'est engagé en sachant effectivement quels sont les risques du métier, c'est le cas de le dire, et ma foi, je crois qu'il ne serait pas fier que ça ait un impact sur l'arrêt de la campagne. Pour l'instant, il n'en est absolument pas question. Oui, Général Paloméros, quand Donald Trump parle d'enfer qui s'abat, qu'est-ce qu'il veut dire par là en langage militaire ? Parce que, alors c'était quoi, à la mi-mars, on parlait déjà de 15 000 frappes sur l'Iran. C'est quoi l'enfer dans le langage de Trump ? L'enfer, ça pourrait être de rayer de la carte, si vous utilisez cette expression, tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a sur l'île de Khark, par exemple, c'est-à-dire priver l'Iran de son sang, priver l'Iran de ses ressources pétrolières, c'est s'attaquer au réseau d'infrastructures, d'électricité, d'énergie. Mais tout ça, on le voit bien, ça a un impact direct sur un autre centre de gravité de cette guerre, qui est la population. Et la population, peut-être qu'elle soutenait cette guerre, et souhaitons qu'elle la soutienne toujours, mais si vraiment cette guerre a des impacts catastrophiques sur leur vie quotidienne, ils ne vont pas la soutenir très longtemps. Oui, et puis la population iranienne, et puis les voisins, les Émirats notamment, qui reçoivent quotidiennement des missiles et des drones. D'ailleurs, moi je m'interroge toujours, pourquoi ne répondent-ils pas finalement ? C'est compliqué pour eux parce que d'une manière très très concrète, les capacités qu'ils sont capables de mettre en œuvre, en fait, sont déjà utilisées sur le théâtre par les Israéliens, je pense en particulier des avions de combat. Ce qu'il faudrait qu'ils soient capables de faire, c'est d'assurer leur propre défense. Ça, c'est vraiment la clé, avec peut-être en faisant appel à des sociétés innovantes, avec des drones, tueurs de drones, des choses comme ça. Ça existe, hein, mais qui réduisent en permanence le risque, parce que là, ils sont quand même... il y a des missiles qui sont arrêtés, y compris par les forces françaises qui sont déployées, par exemple, aux Émirats. Mais il y a aussi des cibles faciles, si vous voulez, pour les Iraniens, les dépôts de carburant, et encore pire, les usines de dessalement. Ils en ont touché quelques-unes. Pour l'instant, c'est pas le grand soir, mais enfin, ça pourrait venir si justement on s'en prend à leur infrastructure. On n'espère pas pour la population sur place. Merci le général Jean-Paul Paloméros d'avoir été avec nous.